Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jean-Noël Degalzin, CEO et cofondateur de Walix, éditeur de logiciels spécialisé sur la cybersécurité de l'accès aux systèmes d'information numérique. Jean-Noël revient avec nous sur sa passion de l'informatique et son parcours qui l'a amené à créer Walix en 2003 et l'a faire devenir un des plus beaux succès de la cybersécurité française avec à ce jour un effectif de plus de 200 personnes réparties dans 10 pays et la première société de cybersécurité française cotée en bourse à Euronext. Jean-Noël partage avec nous sa vision de la cybersécurité et nous fait découvrir Exatrust, association dont il est président et qui réunit en France et en Europe plus de 70 entreprises disposant de savoir-faire d'excellence en cybersécurité et qui soutient le projet de faire émerger un cloud de confiance européen efficient et sécurisé. Un dialogue passionnant qui nous fait grand plaisir de vous transmettre. Bonne écoute. Merci Jean-Noël de prendre le temps d'échanger avec moi aujourd'hui. Jean-Noël, la première question traditionnelle pour commencer nos entretiens chez Entrepreneur Café, c'est est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de Walix en quelques mots ? Je vais essayer. Alors donc Walix est un éditeur de logiciels, Wall Linux, un mur sous Linux. Donc nous sommes spécialisés sur la cybersécurité de l'accès au système d'information et aux ressources numériques, c'est-à-dire que nous avons développé une technologie de PAM, Privileged Access Management, de qualité mondiale et qui permet à un DSI ou un responsable de la sécurité des systèmes d'information dans une entreprise d'avoir une protection et une vision complète sur tous les accès à l'intérieur de son système d'information, à l'intérieur de ses réseaux industriels de plus en plus numérisés, dans les services cloud qui sont développés pour l'organisation, et enfin depuis les postes bureautiques utilisés pour les consoles industrielles ou par les employés qui travaillent à distance ou qui accèdent à distance au système d'information. Donc nous sommes 200 personnes réparties dans une dizaine de pays. Nous vendons dans 70 pays. Nous avons 1600 clients et nous sommes une entreprise de la French Tech, de la cybersécurité cotée en bourse, la première société de cybersécurité française cotée sur Euronext. Code ALIX, A2LIX. Quand a été créé Walix ? En fait, au départ, en 2003, j'ai créé Walix en revendant une solution de firewall basée sur Linux Debian au groupe, on va dire, entièrement packagé avec une offre de service managé à distance au groupe Total. Et donc, jusqu'en 2009, ça a été notre activité principale de déployer ces solutions de cybersécurité basé sur Linux Debian, sur un modèle de service managé, et en travaillant en contact des grands groupes industriels et d'un certain nombre de clients de taille moyenne. Donc, nous avons créé des outils internes pour améliorer toute la partie administration, exploitation, sécurisation des réseaux de nos clients, gestion des mots de passe, automatisation des opérations de réseau et de cybersécurité pour tous les clients à travers une boîte à outils numérique, le SSH Proxy, qui donc créé en 2006 et qui en 2009 est devenu le produit Bastion. Et donc Walix Bastion, ça existe depuis 2009. Les 7 premiers clients ont été signés en 2009 et donc maintenant nous en avons 1600. C'est quand même une belle progression. On y reviendra un peu plus tard en détail sur où vous en êtes à Walix aujourd'hui, quels sont vos projets, mais maintenant Jean-Noël, ce qui m'intéresse, c'est parler un peu de toi, d'où tu viens, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre et à créer cette belle success story de Walix. Alors, c'est jamais facile de parler de soi, donc je dirais simplement que je suis un fondu d'informatique depuis tout petit, si je puis dire, depuis mon adolescence. Donc, il se trouve que c'est le directeur de mon collège à l'époque qui m'a fait découvrir l'informatique lorsque je suis rentré d'Afrique. J'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, et j'ai découvert ce que c'était qu'un ordinateur, un personnel computer, un Apple II. Et puis ensuite, mon père m'a offert ma première console. Et donc, j'ai grandi avec, on va dire,
des consoles, Spectrum, Spectrum Plus, Commodore 64, Amstrad, etc. Donc là, c'est là où j'étais au contact de la micro-informatique et j'ai découvert la programmation. Ensuite, donc j'ai fait des études de mathématiques et d'économétrie. Ensuite, je commençais à travailler dans un domaine qui n'avait rien à voir, puisque moi, je suis plutôt au départ assez attiré par les sciences humaines, de manière générale, l'histoire, la philosophie, l'histoire des grands hommes. Donc j'ai travaillé à la création, on va dire, de fiction historique ou de documentaire historique pour une productrice de télévision qui m'a fait découvrir ce monde de la télévision à l'époque. Et il se trouve que à la suite d'un travail avec donc ma productrice Annabelle Quérol de l'époque et un grand historien des religions éminent connu qui s'appelle Jean Delumeau, étant on va dire l'informaticien et le mathématicien de la bande à l'époque, donc la productrice m'a demandé de décliner toute cette série sur l'histoire des religions, des 5 grandes religions monothéistes, en format CD-ROM, en format multimédia. Et donc voilà, je suis revenu à la programmation à cette époque avec la suite Macromédia et en travaillant sur des ouvrages multimédia. Et donc très rapidement, 2015, 2016, 2017, je suis arrivé à Internet. J'ai travaillé pour un groupe vidéo, puis ma vidéo multimédia, pour devenir leur responsable multimédia Internet. Et donc, je déclinais tous leurs programmes télé ou ce que demandaient leurs clients sur des CD-ROM, puis sur Internet. Et en 1999, j'ai repris une petite société qui s'appelait Aurora et qui était un spécialiste du logiciel libre, ce qu'on appelle aujourd'hui une société de services en logiciel libre. Et donc, je l'ai reprise à l'époque à un spécialiste du libre qui s'appelait Jean-Claude Richard. Et voilà, ça a été une expérience entrepreneuriale de 4 ans, assez formidable, qui m'a permis de monter aux cieux pendant toute la bulle Internet, découvrir les joies du développement d'une start-up, spécialiste d'un domaine innovant qui est le logiciel libre, qui est une vraie innovation sociétale, une vraie innovation dans le domaine du développement informatique. Est-ce que tu peux peut-être préciser, Jean-Noël, qu'est-ce que le logiciel libre ? Les logiciels libres viennent de GNU Linux, donc développé par Richard Stallman, par Linus Torvalds, qui est l'inventeur de Linux, du noyau Linux, qui ont eu cette idée géniale de publier le code source du système d'exploitation, d'un système d'exploitation dérivé d'Unix, qui donc était du coup totalement ouvert, et qui a amené de plus en plus de gens à le télécharger, à envoyer des modifications pour améliorer le noyau, le faire évoluer de version en version, comme ça, en bénéficiant de l'apport des gens extérieurs pour constituer une communauté de plus en plus puissante et faire en sorte que ces logiciels deviennent des logiciels capables de faire tourner des réseaux, par exemple le réseau des noms de domaine, le réseau des messageries, les DNS, tous les réseaux SMTP, tout un tas de protocoles qui permettent de faire de la répartition sur Internet. Wikipédia est un modèle logiciel libre, un modèle ouvert. Donc ce modèle logiciel libre a fait naître des distributions, des systèmes alternatifs à Windows libres, des systèmes donc Linux, et moi-même, je me suis essentiellement focalisé sur une distribution qui est la distribution Debian à l'époque, qui offrait la particularité d'avoir un système de mise à jour particulièrement puissant de la distribution, c'est-à-dire qu'elle allait chercher tous les packages automatiquement et de manière très simple, par une simple instruction de mise à jour à travers Internet. Donc un système génial. Et je pense que c'est aussi un point intéressant, c'est que Linus Torvalds est un Européen, c'est-à-dire que ces systèmes Linux et logiciels libres viennent de la contribution de nombreux Européens dans une industrie qui est majoritairement dominée par les Américains. Donc voilà, donc moi je me suis lancé dans Aurora de 1999-2003, société de services en logiciel libre. Qu'est-ce qui t'a poussé ou décidé à te lancer justement à reprendre cette société alors que manifestement tu avais un job super intéressant Oui. qui semblait te passionner? Qu'est-ce qui t'a... J'ai transformé mon job de l'époque, qui était le job de directeur informatique, grosso modo, en contrat de prestation, c'est-à-dire qu'effectivement ça marchait bien, mon job me plaisait, mais l'idée de pouvoir faire ce job en étant entrepreneur et en étant une sorte de pionnier ou d'avant-gardiste sur les logiciels libres et de réunir des experts autour de Linux et des logiciels libres m'a vraiment intéressé. Et donc j'ai fait le pas à ce moment-là, en 99. J'ai transformé donc le premier contrat
d'Aurora a été mon propre contrat de travail en mode prestation. Et on a ainsi développé toute une clientèle autour de l'idée que, à l'époque, il faut se remettre en arrière et se dire que la plupart des sites internet, à commencer par les Amazon, les grands équivalents des réseaux sociaux ou des sociétés de e-commerce de l'époque, utilisaient en majorité, quand je dis en majorité, c'est en ultra majorité, des systèmes libres pour se développer, en programmation. Et donc on a été un pionnier, une des sociétés pionnières dans ce domaine-là, ce qui nous a permis de lever des fonds, de se développer, de grossir. Et puis quand est arrivée la bulle Internet, d'éclater, comme le reste de la bulle, donc de reprendre. Donc je suis resté à la barre, j'ai restructuré la société, j'ai dû vivre une cessation des paiements, des licenciements, toutes les choses difficiles, et je suis resté à la barre pour réussir à, on va dire, sauver cette société de la faillite, la société Aurora, et repartir de l'avant. Et donc la société est repartie de l'avant en restant toujours positionnée sur les prestations autour des logiciels libres pour créer des applications, des sites internet pour des clients. En 2003, j'ai revendu cette société au groupe Business et Décision. J'avais une opportunité, ça m'a permis aussi de réaliser une première aventure entrepreneuriale. Et ça partait d'une idée qui était de dire que le service en logiciel libre me paraissait être intéressant, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était quand même la notion de logiciel et la notion industrielle derrière le logiciel. Et donc, l'idée m'est venue à ce moment-là de revendre la société de services Aurora pour focaliser mon activité sur un domaine qui me paraissait être un domaine particulièrement intéressant à l'époque, avec énormément de promesses et de potentialités, qui était le domaine de la cybersécurité, de la sécurité des réseaux et, on va dire, l'automatisation à travers les réseaux Internet pour des clients, en utilisant toujours un background technique autour de Linux et des logiciels libres, puisque ce sont les technologies reines dès qu'on parle d'Internet. Et donc ça, c'était en 2003. Donc j'ai signé mon premier contrat client à cette époque pour Walix. Et quel était l'état du marché de la cybersécurité à cette époque-là? C'était déjà développé ou c'était... Alors, ce qui existait dans le domaine de la sécurité, c'était ça qui était intéressant. C'est-à-dire qu'il existait bien l'antivirus, qui a toujours servi à protéger les machines, on va dire le personnel computer à l'époque, contre les attaques, on va dire ce qu'on appellerait ensuite du Bring Your Own Device, mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'est-à-dire on mettait une clé USB, boum, on injectait un virus, et boum, le PC tombait en rade. Et voilà, à l'époque, c'était l'antivirus, et on commençait à déployer les PC avec des antivirus. Aujourd'hui, on a l'impression que ça a toujours existé, mais à l'époque, c'était encore dans une phase, on va dire, de bundleisation avec les PC. Cette époque-là, ce dont je me souviens, c'est de l'explosion de Check Point et des firewalls. C'est-à-dire qu'on était en plein développement du firewall. Et le point de départ de Walix, ça part du principe qu'on peut utiliser une distribution Linux Debian avec tout un tas de modules open source et transformer ça en un firewall multifonction, ce qu'on appelle aujourd'hui une UTM, Unified Threat Management System, qui est en fait une plateforme qui va sécuriser les flux qui viennent de l'extérieur, les flux qui rentrent dans l'entreprise, les nettoyer. Les flux web, flux de messagerie, anti-spam, tout ce qui a trait au VPN, etc., etc. Donc, le point de départ de Walix, c'est de créer un firewall sur une base Linux Debian et de la vendre, et de la déployer et de vendre les services managés aux clients. C'est ça le point de départ de la société. Et quel était votre cible de clients à l'origine? Alors, à l'origine, c'était des clients... Alors, j'ai eu la chance de pouvoir signer avec le groupe Total en réglant un gros problème pour le groupe Total, c'est que ils ont des filiales dans le monde entier et qu'à l'époque, ils avaient besoin de sécuriser des filiales, notamment dans certains pays aux conditions extrêmes, qui ne prenaient pas de technologie israélienne ou américaine. Voilà. Ils avaient un embargo sur les technologies israélo-américaines. Donc, c'était ouvert à des technologies alternatives et donc, nous avons apporté une technologie de firewall, UTM, alternative aux solutions israélo-américaines de l'époque. Et c'est ce qui a constitué le lancement de Walix. Donc, on a beaucoup travaillé pour des grands groupes, quelques grands groupes, et une majorité d'entreprises de taille moyenne, de collectivités françaises. Et je me suis aperçu d'autres choses
à ce moment-là, je me suis aperçu que ça nous a permis, nous, Walix, d'apprendre notre métier et de devenir, on va dire, des pros du management de systèmes à distance, du déploiement de systèmes de sécurité à distance, du support, de la maintenance de cybersécurité à distance. Et ça, on a vraiment industrialisé, et ça a toujours été un des points forts de Walix d'aujourd'hui, d'être capable d'avoir un support de qualité mondiale et hyper réactif et très performant. Et ensuite, l'autre chose dont on s'est aperçu, c'est que des entreprises comme Checkpoint, puis ensuite les NetScreen, Juniper, Palo Alto, etc., ont envahi le marché, on peut pas employer un autre mot, ont très rapidement envahi le marché avec des firewalls qui n'étaient pas du tout des logiciels libres, mais qu'ils savaient très bien marketer et qui avaient une force de frappe en matière de marketing et commercial qui fait que on aurait eu du mal à percer sur le marché du firewall de manière pérenne. Et c'est ce qui fait qu'en 2009, on a changé d'activité, puisque en manageant les firewalls chez les clients, que ce soit le firewall Walix ou d'autres firewalls du marché, on a découvert ce métier de ce qu'on appelle le PAM, le Privilege Access Management, qui est le métier de Walix, et on a inventé ce produit qui est le Bastion, qui va permettre de manager tous ces systèmes à distance, que ce soit des systèmes IT, que ce soit des systèmes dans les réseaux industriels, de manager toute la complexité des mots de passe, des opérations d'administration, d'apprendre l'automatisation des opérations de réseau, sécurité, application, et d'inventer aussi une technologie qui s'appelle le Session Recording, l'enregistrement de session, qui va permettre de tracer toute l'activité d'un utilisateur qui accède à une ressource ou à des données sensibles. Et donc en initiant la relation avec tous nos clients et en l'améliorant sans cesse, qu'on a réussi à créer le produit qui est le produit phare de Walix aujourd'hui, le Bastion. Donc c'est vous qui avez développé cette idée, l'avez créée, qui est à l'origine de cette technologie. Tout à fait. C'est-à-dire que d'un logiciel qu'on utilisait, d'une boîte à outils, on va dire qu'on utilisait en interne et qui s'appelait le SSH Proxy et qu'on a posté sur Internet en 2006, eh bien, on a, chez Walix, à ce moment-là, recruté une équipe. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de téléchargements, beaucoup de demandes de fonctionnalités. On a recruté une équipe, on a levé des fonds. Et on a transformé cette boîte à outils, SSH Proxy, en Bastion, capable de travailler sur tout type d'environnement, réseau, système, et d'être une espèce de proxy d'administration sécurisé pour tout un tas de clients, petits, moyens, grands. Et c'est à ce moment-là que Walix d'aujourd'hui est né en 2009. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce produit-là qui a permis à Walix de se développer assez rapidement et comme tu disais, d'acquérir de nouveaux clients et de se développer? On peut le dire d'autant mieux que c'est aussi ce produit-là qui a permis à Walix de devenir un acteur mondial du PAM, du Privilege Access Management. Aujourd'hui, on est challenger du Gartner, dans le Magic Quadrant du Gartner sur ce segment. On est Global Overall Leader chez KuppingerCole. On a réussi à hisser notre solution au meilleur rang mondial dans notre domaine. Et on offre donc un Bastion qui offre des capacités aujourd'hui de sécurité des accès, de gestion des accès et de traçabilité que l'on peut vendre à des entreprises de toute taille dans 70 pays différents dans le monde. Donc tout ça, on l'a vraiment construit sur la qualité de la technologie et, comme je le disais tout à l'heure, la réactivité et la qualité de notre support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans différentes langues. Et la question que j'ai quand tu me présentes ça, c'est le Bastion, c'est que vous avez eu l'idée, vous l'avez développé, mais après, pour arrivé à avoir un rayonnement mondial et à devenir un des leaders de référence, comment tu t'y es pris et quelle a été ta vision à ce moment-là? Comment tu as réussi à faire connaître ton produit dans le monde entier et une boîte française comme Walix puisse devenir une référence? Tu disais par exemple du Gartner. Est-ce que tu as axé tout sur la communication? Enfin, comment tu as... Non. La communication, c'est évidemment important, mais c'est presque aussi une conséquence, on va dire, de tout ce que vous faites à côté, de ce que tu es capable de faire autour de ton produit et de ta société. Je pense que ce qui est important, d'abord pour nous, ça a été de développer un produit de qualité avec des vrais différenciateurs sur le marché, sur notre segment du PAM. Donc, nos vrais différenciateurs, c'est la qualité de la technologie de traçabilité dont je parlais, c'est la capacité de notre produit sur le plan technologique à embarquer quelques innovations technologiques qui le différencient très fortement de ses concurrents
de par sa qualité d'intégration, d'implémentation dans des architectures hétérogènes des clients et la capacité de prise en main par les utilisateurs qui est beaucoup plus simple par rapport à tous les autres produits du marché de cette catégorie. Donc, on a su bâtir des différenciateurs et on a fait certifier notre produit par l'ANSSI, qui a eu d'ailleurs des difficultés au départ à certifier un produit de type Bastion. Donc ça, c'était construire le différenciateur. Ensuite, on a changé notre modèle économique, c'est-à-dire qu'on est devenu pur éditeur de logiciels, on est un pur player du software. Ça veut dire qu'on a calé notre modèle sur les meilleures practices des éditeurs de logiciels commerciaux, en devenant un éditeur de logiciels en modèle indirect, en channel, comme on dit, et on a commencé à recruter des intégrateurs, des revendeurs, d'abord en France, puis ensuite en zone francophone, et puis dans le monde entier, pour développer un réseau commercial de prescripteurs et d'intégrateurs capables de déployer nos solutions dans les contextes des clients. Après, je dirais que la dimension support, très importante, c'est-à-dire notre capacité à délivrer la techno, à apporter de la maintenance et du support en permanence, parce qu'un logiciel de cybersécurité doit être mis, on va dire, à jour en permanence et en cas de difficulté doit être immédiatement pris en charge, car il occupe un rôle critique dans l'architecture des clients. Donc ça a été un point important. Et je dirais qu'une date clé pour Walix, c'est 2015. C'est-à-dire 2015, c'est l'IPO. On a décidé, plutôt qu'aller faire des levées de fonds successives auprès de venture capitalistes toujours plus importants, voire plus américains, eh bien, on a fait le choix de faire une IPO, d'être la première société de cybersécurité française cotée, pure player, cotée sur Euronext. Et à partir de là, ça nous a permis d'aller chercher des fonds pour investir massivement sur le marketing, la commercialisation, donc à l'international en particulier. Et ça nous a permis aussi de faire connaître notre marque, de faire connaître Walix, de faire en sorte que Walix aussi soit liquide pour ses premiers investisseurs, mais que Walix puisse accueillir des nouveaux investisseurs et que Walix puisse aussi intéresser tous ses collaborateurs à la réussite de l'entreprise en fournissant des actions gratuites à tous ses employés. Donc, nous avons pu, petit à petit, professionnaliser l'entreprise, lui donner plus de capacités, plus de moyens et une plus grande visibilité, tout en restant très investi derrière la qualité de l'innovation de nos solutions, qui a toujours été un point essentiel et qui nous a permis, avec un dialogue perpétuel avec les analystes, donc PingerCall, le Gartner, Forrester, de nous hisser, on va dire, dans les meilleurs acteurs du PAM sur le plan mondial. Donc si je récapitule, premièrement, c'est le produit, la structuration de l'offre, comment je la déploie, le support. Je trouve que c'est important que tu mettes l'accent sur ce point-là, parce que parfois, de mon point de vue personnel, souvent les sociétés françaises négligent la partie support commercial, réactivité des équipes support, c'est important pour le suivi du produit. Et toi, tu as eu cette vision dès le départ pour Bastion de dire il faut être capable de répondre dans plusieurs langues, quasi immédiatement à tous les besoins de mes clients. Oui, mais pas seulement en support. Nous avons aussi un modèle chez Walix qui est multiculturel, qui fait de la promotion de la diversité et qui fait que dans chaque pays où on est présent, aujourd'hui on est présent dans 10 pays, on a des équipes dans 10 pays et ce sont à chaque fois des équipes locales, c'est-à-dire on n'envoie pas des Français partout ou des Américains partout, on a des gens locaux dans chacun des pays et on essaie de promouvoir la diversité culturelle à l'intérieur de l'organisation et dans nos valeurs, dans les valeurs que l'on porte. Mais tu sais, l'idée sur le produit et le support, c'est Eugène Kaspersky qui me l'avait susurré sur un salon où je l'avais croisé et qui m'avait dit il avait pas mal bu à ce moment-là, donc on a parlé, on va dire, à bâton rompu, et il m'avait dit il y a 2 secrets pour réussir je lui avais demandé les secrets de la réussite. Kaspersky, il m'a dit il y a 2 secrets, la qualité du produit, la qualité du support. À partir de là, tu peux vendre dans le monde entier. Voilà, moi j'ai suivi les 2 conseils d'Eugène Kaspersky sur la qualité du produit et du support. C'est des bons conseils de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je pense, oui. Et du coup, si je reviens rapidement sur l'IPO de 2015, tu disais, donc toi, ta vision, ça a été de se dire, plutôt que de faire plusieurs levées de fonds, série A, série B, etc., de te dire, je vais directement aller sur le marché pour me développer plus vite. C'était ça un peu l'idée? Alors, presque. Au départ, on a fait des levées de fonds de Business Angel. Ensuite, j'ai pu convaincre Thierry Dassault, en tant qu'investisseur, de rentrer dans le capital en 2011. Et ensuite, dans la foulée, donc, sont rentrés Auriga Partners, un venture capitaliste français,
très très visionnaire et très bien positionné sur les sociétés d'IT, les investissements dans l'IT. Et donc ça a été notre VC. On a aussi eu BPI France. Donc ça nous a permis d'accompagner ce qu'on appelle la série A. Et puis ensuite, c'est vrai que pour aller au-delà, donc série B, C, etc., je me suis dit, bon, on peut continuer avec les VC, mais il y a peut-être une autre voie. Et on avait aussi à l'époque des propositions de rachat de la société. Et quand vous commencez à regarder des tours de financement en série B, série C, etc., vous vous apercevez que les investisseurs que vous allez chercher, ce sont des investisseurs qui vont vous demander bien souvent en tous les cas, de déménager, de changer votre société de nature. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit rêve qui est d'essayer de développer un champion européen de la cybersécurité. Et donc, je me suis dit que l'IPO était à la fois un moyen de récompenser mes premiers investisseurs en leur offrant une voie de sortie, mais d'aller convaincre des nouveaux investisseurs. Et grâce à l'IPO, on a aujourd'hui à peu près 4000 actionnaires, enfin entre 3000 et 4000 actionnaires. Et on a des actionnaires du grand public, on a des investisseurs français et de toute l'Europe. On a aussi quelques investisseurs américains, mais on garde, si je puis dire, une forme d'autonomie, de liberté dans le développement de la société. Et on peut toujours devenir le champion européen que l'on veut être le domaine de la sécurité des accès pour les entreprises. D'ailleurs, c'est vrai, c'était ma question sur quelle est ta vision après ça. Donc, tu vois, toi, tu as vraiment l'ambition de continuer à croître et d'être devenir un leader de référence européen pour concurrencer les Américains ou les Israéliens, je suppose, qui doivent être tes principaux concurrents, peut-être les Chinois. En fait, au-delà de concurrencer les Israélo-Américains ou d'autres, en fait, le modèle, c'est de dire que nous, on pense que le numérique aujourd'hui, un numérique dans lequel on continue à faire croire que tout est gratuit, en échange de quoi on capte les données et des données de plus en plus personnelles et confidentielles de chacun, c'est pas un modèle pérenne. En tous les cas, c'est pas le modèle dont je rêve pour moi-même et pour mes enfants et toutes les générations qui viennent. Voilà. Donc moi, je rêve d'un monde dans lequel les données personnelles appartiennent aux individus et les données non personnelles appartiennent à ceux qui les créent. Et pour la majorité des organisations et des entreprises qui vont publier en particulier des données non personnelles avec l'Internet des objets, ça constitue sans doute un actif hypersensible qui porte la valeur future de leurs innovations. Donc c'est très important. Et donc moi, je pense que la cybersécurité, c'est la clé de ce que j'appelle un numérique de confiance dans lequel on a le choix de protéger les données, protéger les accès, etc. Et je pense qu'il faut que nous ayons, nous, une capacité en Europe d'avoir des industriels qui sont des champions technologiques avec des offres alternatives qui sont en phase avec ces valeurs-là d'un numérique responsable, plus éthique, d'un numérique de confiance, et que Wallix peut jouer un rôle dans la constitution d'un champion sur toute la problématique de l'accès. Et on sort d'une période pandémique dans laquelle on s'est bien rendu compte à quel point les accès étaient critiques dans notre vie de tous les jours. Et donc, pour moi, nous portons une forme de mission de permettre d'avoir une capacité de maîtriser l'accès et d'avoir une vision sur les accès dans un monde qui est de plus en plus numérique. Voilà. Et oui, on pense que cette idée, elle peut permettre de construire une entreprise industrielle au-delà de quelques années. Donc, c'est ce qu'on essaye de développer. Jean-Noël, comme tu le sais, dans ce podcast, on parle beaucoup d'industrie française. Voilà, c'est un message qu'on porte avec mon partenaire 7M Megavis sur comment redémarrer un peu l'industrie en France. La cybersécurité, pour toi, au niveau industriel, au niveau des usines, est-ce que c'est un enjeu que tu vois de plus en plus émerger, notamment via tout ce qui est les outils 4.0 qui sont déployés dans ces usines, et du coup, il y a de plus en plus de failles dans des sites de production qui auparavant n'étaient pas connectés au monde extérieur. Quelle est ton analyse sur ça ? Est-ce que tu sens que c'est un sujet qui va devenir majeur, surtout si on commence à redéployer des usines en France ? Alors pour moi, c'est un sujet majeurissime, si je puis dire. C'est-à-dire c'est à la fois majeur et urgentissime. Aujourd'hui, l'industrie 4.0 ou l'industrie connectée ou l'interconnexion des équipements industriels, par exemple dans des hôpitaux, dans l'industrie pharmaceutique, dans les usines, dans le transport, dans la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie, dans tous les domaines de notre vie, c'est un enjeu majeur. Et il y a deux caractéristiques principales. Il y en a un, c'est la résilience, ça ne peut pas s'arrêter. Et il y en a un deuxième, c'est la protection des données. Les données sont hypersensibles et appartiennent à ceux qui les ont émises.
aux individus, aux entreprises qui les ont émises. Donc ça veut dire que on l'a vu à travers les attaques par malware, les attaques par ransomware qui bloquent des usines, qui bloquent des services d'urgence, qui bloquent on va dire des réseaux entiers interconnectés, des pipelines, des diodes numériques. Enfin, on le voit, les malwares, les ransomware, dont le nombre d'attaques a été multiplié par 4 en 2020 comparé à 2019. Dixit, le directeur général de l'ANSSI, Guillaume Poupard. On est en pleine ascension pandémique, si je puis dire, numérique, et on n'a pas endigué le phénomène. C'est-à-dire que plus on va aller vers l'Internet des objets, plus on va augmenter la surface d'attaque, si je puis dire, et donc le risque potentiel sur un certain nombre de nos services essentiels. Par conséquent, oui, il y a un enjeu majeur. Pour moi, il y a même 3 enjeux majeurs. Il y a un enjeu qui est un enjeu de sécurité globale, de sécurité, on va dire, nationale ou continentale, tout dépend à quel niveau on se place, qui est presque un enjeu de souveraineté, qui est notre capacité à maîtriser nos propres outils, nos infrastructures, nos systèmes numériques en étant autonomes et indépendants. Donc pour moi, ça c'est un premier enjeu qui se place au niveau des États, qui se place au niveau des continents, Amérique, Europe, Chine. Donc c'est un enjeu très important évidemment et qui passe par un deuxième enjeu qui est celui de l'industrie. C'est-à-dire que la cybersécurité, comme les deep tech ou l'intelligence artificielle, fait partie de ce qu'on appelle les industries stratégiques, les industries clés pour demain. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir remplir le premier objectif, qui est un enjeu de sûreté, un enjeu de sécurité nationale, continentale, globale, il faut avoir nos propres outils, avec nos propres roadmaps, répondant à nos propres critères de sécurité ou de capacité en termes de gestion du risque numérique. Ça, c'est un deuxième aspect. Et cet enjeu industriel va consister à faire émerger des champions industriels français, européens, qui embrassent nos valeurs, on va dire, et nos réglementations, nos règles, et qui vont pouvoir nous permettre d'être autonomes et indépendants en matière de risque numérique. Après, le troisième enjeu, c'est un risque plus systémique. Nous sommes le premier continent industriel au monde, encore l'industrie européenne est la première industrie mondiale grâce aux Allemands, aux Italiens, aux Anglais, aux Français, qui sont des grands industriels, aux Hollandais aussi. Tous ces pays-là sont des grands pays industriels et ils sont en train d'opérer une mutation vers l'industrie 4.0, l'industrie numérique, numérisée et numérique. Et donc, ils doivent embarquer de la cybersécurité par design et ce que j'appelle moi de la privacy, c'est-à-dire protection des données par design. Et ça, c'est un enjeu d'innovation, un enjeu pour demain, qui est d'être capable, pour répondre à des critères de sûreté et de souveraineté dont je parlais en premier, avec nos industries stratégiques, de cybersécurité notamment, de pouvoir conserver un leadership sur le plan industriel dans une industrie ultra connectée, hyper connectée dans l'industrie 4.0. Donc pour moi, c'est un enjeu majeur. Et évidemment, nous sommes, d'ailleurs c'est dans la stratégie de Wellix, d'aller vers ce qu'on appelle une stratégie Wellix Inside, dans laquelle on va embarquer nos capacités de protection de l'accès à l'intérieur d'équipements industriels pour permettre aux industriels d'être mieux armés dans un monde ultra connecté. Est-ce que au niveau de la cybersécurité en France, les différents acteurs, est-ce qu'il y a des groupements qui existent pour fédérer justement des différents offres de solutions et des industriels, par exemple, pour travailler sur des sujets communs? Je ne sais pas si, par exemple, Exatrust, je ne sais pas si c'est une des missions ou... Alors absolument, l'idée de base d'Exatrust consiste, à l'époque, il y a 7 ans, avec 10 autres de mes camarades, 10 autres entrepreneurs ou chefs d'entreprise de l'époque, de PME de la cyber, de start-up et PME de la cyber, c'était de créer un groupement pour être plus visible à plusieurs. Et donc, le premier acte fondateur d'Exatrust a consisté à créer un catalogue avec toutes nos solutions, un catalogue de solutions de la cybersécurité made in France, sélectionnés sur, donc les membres d'Exatrust ont toujours été sélectionnés au départ sur des critères d'excellence, des critères d'innovation, des critères de confiance par rapport aux certifications ANSSI, avec en plus un autre critère qui était d'avoir des clients. C'est-à-dire que pour nous, une certification sans client, ça n'a pas de réalité économique ou industrielle pour des utilisateurs. Donc, on a toujours essayé
véhiculer ça au sein d'Exatrust. Exatrust, c'est un label de confiance. Aujourd'hui, on est 70 membres. On est positionné sur toutes les grandes thématiques de la cybersécurité. Évidemment, la cybersécurité des réseaux et des systèmes industriels, la sécurité de la messagerie, tout ce qui a trait à l'IAM, la gestion des identités et des accès, en incluant le PAM, dont je parlais avec Walix, tout ce qui a trait à l'authentification, la sécurité des mobiles, la sécurité, ce qu'on appelle le Endpoint Detection Response, aujourd'hui, pour protéger contre les malwares, les ransomware, tout ce qui a trait à la protection applicative des applications, la résilience, la gestion du risque, la gouvernance, la mise en conformité. Voilà, donc nous avons un catalogue maintenant, grâce à ces 70 membres, qui est le catalogue de toutes les meilleures solutions de cybersécurité made in France, réunies au sein d'un groupement qui, on fait la promotion, essaye de participer à des salons, essaye de développer de l'interopérabilité entre eux, et essaye aussi de travailler en bonne intelligence avec les autorités, par exemple au sein d'un conseil stratégique de filière, pour faire naître une stratégie d'accélération de la cybersécurité qui est devenue la stratégie nationale de cybersécurité promulguée par Emmanuel Macron le 18 février de cette année. Et donc, nous avons participé très activement à l'émergence de cette stratégie nationale. Nous avons été extrêmement impliqués en tant qu'Exatrust et aux côtés d'autres industriels ou d'acteurs de ce domaine-là. Nous avons été, par exemple, très mobilisés pendant toute la pandémie. Nous étions dès le lendemain du confinement, de l'annonce du confinement, on a lancé une mobilisation auprès de 27 éditeurs d'Exatrust pour proposer nos solutions de sécurité des accès ou du risque à tous ceux qui en avaient besoin, avec des gratuités, de licences, de support, etc. Donc voilà, ça nous permet d'être actifs sur tous les domaines de la cyber et de montrer ce qu'il y a de meilleur sur la cybersécurité d'origine française. On a la chance d'être un pays absolument extraordinaire de talent et de capacité d'innovation dans ce domaine de la cybersécurité. Justement, c'était une de mes questions que je suis à devancer, c'était quel est le rapport du coup, Exatrust, ça permet d'avoir un poids et de se faire entendre et de pousser la problématique de la cybersécurité. Oui. Et ma question allait être de savoir si vous aviez eu l'oreille des gouvernements successifs sur cette problématique pour qu'ils puissent s'en saisir. Donc ça, tu as répondu en disant qu'ils avaient lancé un plan. Et du côté des industriels, est-ce que tu penses qu'ils sont assez sensibilisés à la problématique? Parce que souvent, ce qu'on dit souvent, c'est que tant qu'il n'aurait rien arrivé, ils se disent que la cybersécurité, ça a un coût et ça rapporte pas d'argent, quoi. Donc, ouais. Alors c'est un peu, vous savez, c'est ce qu'on voit dans Astérix. Le Gaulois n'a peur que d'une chose, c'est que le ciel lui tombe sur la tête. C'est vrai que on est un pays un peu particulier, puisque jusque très récemment, les entreprises consacraient entre 3 et 5% de leur budget informatique en moyenne en France pour la cybersécurité, pour la sécurité informatique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, la moyenne européenne, elle est aux alentours de 8 à 10%. La moyenne aux États-Unis, c'est 12 à 14%. En Israël, on est à 22% de budget informatique, part du budget informatique consacré à la cyber. Donc, c'est vous dire si le français a peur de peu de choses. Donc, cette culture est en train de changer. Et d'ailleurs, le directeur Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, a dit que notre objectif était maintenant, pour les responsables sécurité des entreprises et les DSI, de passer de 5 à 10% de leur budget à la cybersécurité. Il y a d'ailleurs un grand plan national actuellement pour aider les établissements de santé, les collectivités et les ports français à se mettre à jour, à pouvoir investir en termes de cybersécurité et bénéficier d'un fonds de soutien qui leur rembourse une partie de leur projet avec un fonds de France Relance. Donc ça fait partie des stratégies nationales de cyber dont je parlais tout à l'heure. Donc j'ai envie de dire, dans une forme de rattrapage de cybersécurité. Mais je pense que ce qui est important dans la mobilisation que peut avoir un Exatrust dans la filière cybersécurité, elle joue à un autre niveau. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, les deux grandes composantes de la filière cyber en France, ce sont des grands industriels qui sont des grands intégrateurs de la filière, des gens comme Orange, Thales, Sopra, Capgemini, toutes ces grandes entreprises-là, Atos évidemment, enfin bon, j'en oublierai certainement. Toutes ces entreprises-là sont positionnées comme des grands intégrateurs. Ils sont souvent d'envergure mondiale, ce sont des très grosses entreprises, très compétents. La seule chose, c'est qu'ils intègrent
majoritairement, en très grande majorité, des solutions qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas nos solutions. Ce qui est important, c'est de comprendre que la plupart des innovations dans tous les domaines de la cyber sont aujourd'hui portées par des startups, par des PME de croissance et par des ETI, la cybersécurité, comme Wellix, comme Gatewatcher, comme VAD-Secure, VAD, comme Storm Shield ou comme tout un tas d'autres acteurs du marché, et que ces entreprises-là, elles ont quelque chose en plus par rapport à leurs concurrents. C'est ce dont je parlais tout à l'heure dans les points clés, la capacité pour nous de reprendre les clés de notre numérique et une forme de souveraineté. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes des acteurs franco-européens. Nous sommes accessibles en termes de roadmap, nous sommes certifiés par l'ANSSI, nous avons la capacité à faire de nos entreprises des entreprises majeures dans le domaine de la cybersécurité qui vont permettre à des industriels, donc dans le domaine de l'industrie, du transport, de la gestion de l'énergie ou tout un tas d'autres domaines, des services multiples, qui va leur permettre de construire des partenariats stratégiques pour l'industrie 4.0, pour la santé numérique, pour le territoire intelligent, pour tous les transports autonomes, pour construire des services numériques plus justes, plus éthiques, plus responsables. Donc, je pense que c'est très important de mettre en évidence cette opportunité-là et de dire aujourd'hui qu'on peut s'équiper en matière de cybersécurité en utilisant essentiellement des solutions de cybersécurité que l'on fabrique localement dans un support en langue locale avec des gens qui peuvent déployer localement et donc qui vont pouvoir faire en sorte que beaucoup d'organisations puissent s'approprier leurs outils de cybersécurité, ce qui est très important pour pouvoir s'équiper correctement contre les cyberattaques. Parce que quand le ransomware ou le malware arrive, c'est pas seulement la solution qui compte, parce qu'il se trouve que c'est souvent parce que la solution a été trouée, la solution de cybersécurité n'a pas fonctionné. Donc là, il faut bénéficier du support, faut bénéficier de la maintenance, faut travailler en mode projet et très rapidement. Donc c'est pour ça que j'engage tous ceux qui prennent des décisions d'achat en matière de cybersécurité de ne pas seulement considérer la plaquette marketing avec des solutions qui savent tout faire, y compris vous apporter le café le matin de manière tranquille, mais pensez aussi à tout le projet qui en découle, toute la formation, toute la maintenance et tout ce qui vous accompagnera au long de la vie de votre organisation. Ouais, je trouve que c'est un message important et fort là, que tu viens de dire. C'était très intéressant d'avoir ta vision là-dessus et je trouve que c'était très clair et j'espère que les auditeurs du podcast ont appris des choses. En tout cas, moi, je trouve, la cybersécurité, c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus du côté B2C consommateur, mais pas encore, je trouve, assez du côté entreprise. Donc, je trouve que c'est important de mettre ça en avant. Je trouve aussi, je pense que c'est très important. Le numérique, c'est merveilleux, mais le numérique cybersécurisé, c'est un numérique plus durable. C'est un numérique, c'est le numérique de demain. Moi, j'y crois fermement. Je crois qu'on va vers un nouveau standard de numérique plus éthique, plus durable, dans lequel la cybersécurité jouera un rôle qui est son rôle d'équipementier, mais permettra à ce numérique d'être plus responsable et plus durable. On l'espère tous. Jean-Noël, on arrive au terme de notre échange. La question traditionnelle qu'on pose à nos invités pour clore nos discussions, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait entreprendre mais qui n'a pas forcément les codes, qui ne sait pas par où commencer, quel serait ton conseil ou quel serait le piège selon toi qu'il faudrait éviter ? Je dirais que une entreprise, particulièrement en France ou en Europe, ça met du temps à réussir. On est tous attirés par les aventures faciles qui rapportent tout de suite et rapidement beaucoup d'argent et qui nous amènent à la une des journaux ou de la French Tech. Je crois que c'est important de se dire que pour construire une entreprise, il faut du temps. Que la réussite vient avec le travail au fil du temps. Donc, il faut une bonne idée, il faut un bon service autour, il faut s'entourer des bonnes équipes et il faut donner du temps à son idée d'éclore. Donc, je dirais, quand on a une idée et quand on rencontre des gens qui vous disent que c'est pas forcément une bonne idée ou que ça ne marchera jamais ou que c'est pas ça qu'il faut faire, je dirais au contraire, il faut se donner le temps et travailler sans relâche pour faire exister son idée et réaliser son idée. Voilà. Donc, moi, c'est ça que je dirais à un entrepreneur et de ne pas avoir peur de se planter. Parce qu'on peut se planter. On a droit à l'erreur dans la vie. J'ai envie de dire, quelque part, il vaut mieux prendre ses erreurs rapidement et savoir rebondir rapidement en même temps.
et que pour quelqu'un qui a une bonne idée et 1% de bonne idée et 99% de travail, il s'approche des 100% de la réussite. Non mais je trouve que c'est un très bon conseil. Je te remercie beaucoup Jean-Noël d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et je te souhaite plein de succès, que ce soit à la fois pour Walix et puis pour Exatros, qui je trouve est une superbe initiative. Eh ben, je te remercie et donc je salue tous les invités et tous ceux qui pourront lire ce podcast. Et évidemment, si vous avez besoin de quelque chose dans le domaine de la cybersécurité ou d'être aiguillé, il ne faut pas hésiter à me contacter via ton podcast ou sur LinkedIn pour gagner du temps. Merci Jean-Noël. Merci à toi. À bientôt. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!